regardez 64 minutes, merci d'avoir choisi TV5 Monde. Place au débat de cette émission. Toujours pas d'accord en vue pour remettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Donald Trump réserve sa décision. Vous le savez, il y a plusieurs points qui bloquent la réouverture du détroit d'Ormuz, le nucléaire et les avoirs gelés iraniens. Les Américains vont-ils céder ou pas sur ces milliards qui sont bloqués à l'étranger? Pour en parler, trois invités. Bonsoir Maneli Mirkan. Bonsoir. Vous êtes experte des relations internationales et de l'Iran. Avec vous sur ce plateau, Bernard Ourcade. Bonsoir. Bonsoir. Donc géographe, vous êtes spécialiste de l'Iran. Et nous avons aussi un autre spécialiste, expert de l'Iran, Jonathan Piron. Bonsoir. Vous êtes aussi historien. Bonsoir. Merci à vous trois d'être là. Alors, le régime iranien qui prévient ce dimanche, il veut que ses droits soient garantis. Ce qui compte pour nous, ce sont les gains objectifs que vous devez atteindre pour remplir nos obligations à cet égard. Et tant que nous n'aurons pas l'assurance que nous avons supprimé les droits de la nation iranienne, nous n'approuverons aucun accord. La garantie de cette stratégie réside dans notre vie, car nous avons pris la paume de nos mains pour servir le peuple iranien. Voilà pour cette déclaration donc du président du Parlement iranien. Alors ces avoirs gelés, on va revenir sur ces chiffres, entre 100 et 123 milliards de dollars selon les médias iraniens. Ce sont des sommes que vous nous confirmez ? Alors, c'est effectivement les sommes qui sont répertoriées, qui circulent, qui sont en discussion, en négociation depuis longtemps, depuis les années de négociation au niveau, sur le plan international. Ce sont des sommes gelées, réclamées par les Iraniens. En revanche, l'enjeu majeur pour le régime iranien et pour l'État iranien ne sont pas ces avoirs gelés. Pourquoi ? Parce que ça ne représente pas grand-chose par rapport aux besoins d'un pays à 90 millions d'habitants, un pays qui fait 3 fois la France. Si vous voulez, par exemple, le 12 milliards qui est demandé par les Iraniens sans condition pour démarrer les pourparlers. négocier, notamment au Qatar lundi dernier. Il y avait une délégation importante iranienne et c'était la première fois qu'ils se rendaient là-bas. Ça ne représente même pas un tiers de budget annuel de l'État. Donc, c'est effectivement quelque chose qui est réclamé comme une espèce de garantie ou de gage donné pour montrer sa bonne foi dans les négociations. En revanche, l'enjeu véritable pour l'Iran et pour le régime iranien, c'est la levée des sanctions et pas tant ces avoirs gelés. Ces avoirs gelés sont effectivement comme une précondition qu'ils veulent sans contrepartie, et c'est ça où ça bloque, parce que évidemment, on sait ce qui a marché jusque-là contre le régime, c'est la pression financière. Et donc, cette demande, c'est pour ça que ça bloque. D'accord. Donc, est-ce que vous êtes, effectivement, vous partagez cette analyse, Bernard ? Oui, tout à fait. Les questions économiques, on parle du nucléaire comme étant la clé de voûte. On en reparlera du nucléaire peut-être. Le nucléaire, sur le principe, c'est négociable et donc la question est réglée pour revenir grosso modo à l'accord de 2015. Donc, ce n'est plus une question centrale. Et d'ailleurs, elle est des deux côtés mise en fin d'agenda, pour l'instant au moins. Oui, pour l'instant. Pour les Iraniens, en effet, l'inflation est tellement gigantesque dans le pays. Le blocage... L'Iran a exporté du pétrole régulièrement vers la Chine, etc., et d'autres pays. Et cet argent-là, il est bloqué. Vous achetez du pétrole à l'Iran, vous le payez, et vous n'avez pas le droit d'envoyer... Les Iraniens ne peuvent pas récupérer cet argent-là. Alors, pourquoi ils ont trouvé des billets ? C'est-à-dire qu'on les paye en yuan ou pour la Chine, c'est du yuan, ou... mais des pays comme la Malaisie, l'Indonésie, l'Australie, beaucoup de pays achètent du pétrole iranien, finalement. Et les avoirs ont été également... Les achats ont été faits il y a longtemps et qui ont été bloqués. Donc, il est interdit aujourd'hui, vous ne pouvez pas envoyer $1 en Iran, ni recevoir $1 d'Iran. Tout est bloqué par les États-Unis qui menacent les banques et qui feraient un transfert de sanctions. Autrement dit, le gouvernement iranien, quel que soit son régime, possède ainsi à l'étranger pas mal de milliards de dollars, 10, 20, 30 ou 40 milliards de dollars qui appartiennent au gouvernement, que les États-Unis ne veulent pas rembourser. Donc, le premier point, les Iraniens disent aux États-Unis, donnez-nous cet argent qui est le nôtre. C'est pour ça que la semaine dernière, il y a eu au Qatar un arrangement. Les Américains ne voulant pas donner l'argent aux Iraniens vont le donner au Qatar qui le donnera. Et deuxièmement, il y a le fait, comme vous le signaliez à l'instant, que l'économie iranienne, effectivement, a des besoins beaucoup plus gigantesques. Et c'est la levée des sanctions économiques, puisque aucune entreprise internationale aujourd'hui ne peut travailler en Iran, les Américains bloquant tout le système. Effectivement, on reviendra sur ces sanctions qui ont été en plus réintroduites du point de vue des Occidentaux, européens notamment, l'année dernière. Jonathan Piron, j'aimerais avoir votre avis, parce que selon le New York Times, Donald Trump est contre le fait de débloquer cet argent. Il dit que ça va faire penser à Barack Obama pour avoir pris une mesure similaire dans le cadre de l'accord dont on vient de parler, l'accord sur le nucléaire. Est-ce que vous pensez que ça va pas se débloquer, cette histoire d'accord gelé, d'argent gelé, pardon ?
faut aussi voir en fait quelles sont les conditions qui seront permises si jamais il y a un accord. On est toujours aussi dans beaucoup de questions par rapport à cet accord, à cette entente. Et donc, est-ce que ces moyens seront débloqués? Et si oui, sont quelles conditions? En fait, ce n'est pas les 100 milliards, la totalité de ces 100 milliards qui seraient débloqués, puisque déjà, en fait, l'Iran ne peut pas tout récupérer. Quand on analyse un peu ces sommes, on sait qu'il y a évidemment des revenus du pétrole, mais il y a aussi des moyens qui sont bloqués parce qu'ils servent, en fait, à rembourser de la dette, ou ce sont aussi toute série d'investissements donc, sur lesquels les moyens ne vont pas être débloqués. Et puis ensuite, ils se trouvent un peu partout. Il y a par exemple 20 milliards qui sont en Chine. On a parlé en effet de moyens qui sont au Qatar. Il y en a d'autres en Corée du Sud. Il y en a même aussi un peu en Europe, notamment des revenus du patrimoine immobilier. Et donc ici, en fait, on a surtout des demandes du côté iranien qui se portent en fait sur des fonds qui seraient facilement débloquables, notamment des moyens qui sont bloqués au Qatar. Et pour le moment, ces moyens, quand ils étaient autorisés en fait à être perçus par le régime iranien, c'était sous condition. Et donc ça n'alimentait pas notamment la machine militaire ou les institutions du régime. C'était en fait pour être dépensé sous un contrôle notamment du Qatar pour des biens de base pour la population. Et donc, quand on parle alors de ces moyens, il faut déjà voir de quels moyens on parle. Et aussi, dans le cadre d'un éventuel accord, quelles seraient les conditions qui seraient imposées. Oui, effectivement. Alors, justement, ces moyens, cet accord, parce que vous me dites que c'est un signe, ça sera un signe de confiance, de débloquer cet argent, mais est-ce que c'est pas aussi pour alimenter, ça semble compliqué, mais le programme balistique, pour se réarmer, on n'en sait rien. Oui, alors c'est pas moi qui dis que ce serait un signe de confiance, c'est le régime qui prétend que le déblocage serait un signe de bonne foi des Américains. Effectivement, dans un pays où 70% de l'économie est aujourd'hui dans les mains des gardiens de la Révolution, où ce pompage de l'économie depuis des années a été fait au profit du programme militaire, que ce soit le nucléaire d'un côté, le balistique de l'autre, et des proxys en fait des Iraniens dans la région, évidemment que cet argent ne peut pas être contrôlé en fait dans la manière dont, ni par les Qataris ni par les Américains, il ne peut pas être contrôlé dans sa manière d'être dépensé. On sait par alors l'accord nucléaire que vous évoquiez, le JCPOA est un bon cas d'école parce que la levée le dégel des avoirs et la levée de certaines sanctions à l'époque n'a pas permis une amélioration de l'économie dans le temps, en tout cas, où ça a été mis en application. Comment on l'explique? Est-ce que c'était insuffisant? Est-ce que c'était mal mis en place? Alors, selon les économistes iraniens, l'économie iranienne est vraiment impactée par la corruption à l'intérieur, d'une part, et par l'accaparation de l'économie iranienne au service de ce programme militaro-idéologique qui était installé. Donc, des milliards de dollars ont été dépensés pour les proxys, pour les programmes balistiques qu'on découvre aujourd'hui. Ces sites souterrains, ils ont été financés par un pays qui a été le plus sanctionné au monde. Donc, cette économie d'un pays riche en pétrole a été au service, justement, de ce programme. Ce qui fait que au même moment, les gens se sont appauvris et la levée des sanctions ou le dégel des avoirs n'a jamais fonctionné au profit de cette population. Sans un changement de paradigme politique en Iran, ça ne fonctionnera pas de cette manière. Et pourtant, oui, vous vouliez réagir et après on va... Je suis d'accord sur l'importance de la corruption, des détournements de fonds, etc., et des investissements qui ont été faits pour des fins de questions militaires et non pas pour le bien de la population. C'est une évidence, cela. Il n'empêche que dans la situation actuelle, où l'inflation est gigantesque en Iran... 40%, voire oui, 40-50%, c'est colossal. Depuis le début de la guerre, depuis 3 mois, les produits alimentaires ont quasiment doublé de prix. Donc la priorité pour un gouvernement, même pour une dictature, ils sont obligés de faire un minimum de choses pour la population. Parce qu'on sait très bien, en Iran en particulier, les Iraniens sont prêts à se révolter assez fréquemment quand ils ne sont pas contents. Donc cet argent, par exemple, qu'ils pourraient récupérer, ils pourraient le redistribuer à ceux qui sont proches? Et c'est une priorité politique, je dirais. Actuellement, les questions des missiles, on ne fait pas un missile en 3 minutes, ce n'est pas un argent qui va venir maintenant, qui va permettre de faire un missile la semaine prochaine. Par contre, pour faciliter l'achat de médicaments, de produits alimentaires, etc., ça peut aller très très vite. Et donc politiquement, il est nécessaire pour le gouvernement iranien d'avoir, au point de vue de sa dignité, de dire cet argent est à moi, rendez-le-moi. Donc politiquement, et c'est les mots du président du Parlement que vous aviez diffusé au début de l'émission le montraient, il faut montrer que nous avons pouvoir de récupérer cet argent-là. Deuxièmement, sur le plan politique, il était indispensable pour eux de trouver une solution. Ensuite, je suis bien d'accord avec vous, il faudra que ensuite le fond de l'histoire soit remis en place et que des changements politiques importants interviennent en Iran pour ne plus que l'argent soit dépensé
pour d'autres buts que le bien de la population. Oui, Jonathan Pierron, justement sur ce point-là, c'est-à-dire est-ce que cet argent, ils en ont besoin, les passes d'Aran, pour le redistribuer à ceux qui sont proches d'eux pour éviter que, je ne sais pas, qu'ils se retournent contre les passes d'Aran si... Ce sont toute une série de questions en fait qui se posent, mais quand on étudie un petit peu plus le fonctionnement de l'économie iranienne, on voit que celle-ci est profondément inégalitaire. Alors évidemment, il y a énormément de moyens qui se trouvent aux mains des passes d'Aran. On pense qu'ils contrôlent une grande partie de l'économie, avec notamment toute une série de conglomérats qui existent dans l'industrie, dans la construction de bâtiments, dans toute série de secteurs économiques qui sont importants. Mais il faut aussi ne pas oublier qu'il y a des fondations religieuses, les boniates, qui sont exemptées d'impôts. Et donc, on est en fait déjà aussi dans une structure économique qui est profondément inégalitaire, qui est certes corrompue, mais qui est en fait très mal gérée. Et qui promet aussi en fait peu d'espoir en fait à la population, parce qu'on sait qu'il y a une grande partie de la population dans les jeunes qui sortent diplômés, mais qui ne trouvent pas d'emploi. Et on a une économie informelle qui représente à peu près 35, voire même 40% depuis le conflit de l'économie iranienne. Et donc, cette population, au moindre choc, en fait, comme notamment une hausse du prix du carburant, se retrouve alors dans une situation sociale très difficile, ce qui provoque alors des contestations, des protestations, comme on l'a vu encore récemment. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, le quotidien économique iranien a révélé dans un article que les chiffres de l'inflation n'avaient pas été communiqués pour le mois de mai par l'autorité centrale, alors que ça avait été le cas pour le mois d'avril. On sait qu'en avril, il y a eu une augmentation de l'inflation qui avait atteint à peu près les 70%. On était à 115% pour les biens alimentaires. Et ici, on ne sait pas très bien pourquoi. En fait, le régime ne communique pas sur ces chiffres. Donc, l'inflation est peut-être encore plus haute, ce qui pourrait provoquer, alors encore une fois, aussi toute série de dégâts et d'impacts dans la conscientisation de la population, dans des mouvements de masse. On sait aussi que le coût de la reconstruction est très élevé. On est sur 270 milliards de dollars. Ça a été annoncé par le régime pour reconstruire les infrastructures qui étaient détruites. Et donc, en fait, le post-conflit, ce qui va arriver par la suite sur le social, mais aussi sur le politique, va être très important en Iran parce qu'il va falloir faire des choix, des arbitrages. Et ça, on sait que le régime qui s'est resserré n'y est peut-être pas prêt. Et pourtant, on a appris que Mojtaba Khamenei, qui est donc le guide suprême iranien, sera à la tête d'une fortune de 100 milliards de dollars. C'était le Parisien qui avait révélé ce scoop. Et nos confrères de France Télévisions ont donc enquêté eux aussi. Un hôtel de luxe à Majorque, une station de ski autrichienne ou encore un Hilton à Francfort. Mais à qui appartient un tel patrimoine immobilier ? Derrière ces biens luxueux, il y aurait un propriétaire inattendu, Mojtaba Khamenei, le nouvel homme fort du pouvoir iranien. Dans les beaux quartiers parisiens, c'est un immeuble cossu. Les appartements ici valent plusieurs millions d'euros. Nous recherchons un mystérieux propriétaire qui aurait détenu ici au moins un appartement. Vous l'avez vu récemment ou pas? Non, moi j'ai jamais vu. En fait, il vient jamais. Hein. Ouais. Personne ne l'a vu. Donc en fait, il fait de l'investissement ici. Bah oui, il place, il achète. Je pense qu'il a vendu. Hein. Sur l'acte de propriété, nous avons trouvé un nom, Ali Ansari. Et ce n'est pas n'importe qui. En octobre dernier, ce banquier iranien a été placé sur liste rouge par les autorités britanniques pour ses liens avec le régime. Nous annonçons aujourd'hui des sanctions contre le banquier et homme d'affaires iranien corrompu Ali Ansari pour son rôle dans le soutien financier aux activités du corps des gardiens de la révolution islamique. Mais selon l'agence Bloomberg, Ali Ansari serait surtout le vrai titulaire des comptes de Mojtaba Khamenei, le nouveau chef iranien à la fortune colossale, estimée à plus de 100 milliards d'euros. Or, pour investir ce patrimoine hors d'Iran, le nouveau guide a besoin d'un prête-nom, selon ce journaliste spécialisé. Ali Ansari était un des relais financiers de Mojtaba, le nouveau guide suprême iranien. Et ses relations avec la famille Khamenei remontent à assez longtemps, sont des relations familiales. Parce que le régime iranien étant sanctionné depuis 45 ans, il faut bien trouver des moyens pour contourner les sanctions, pour avoir des hommes de paille. Le patrimoine d'Ali Ansari a donc été scruté de près à Londres par une ONG. À partir de 2013, il aurait acheté sur cette prestigieuse avenue 12 propriétés comme celle-ci pour un montant total de 85 millions d'euros. Ou encore, 2 appartements dans cet immeuble avec vue plongeante sur l'ambassade d'Israël. Un patrimoine qu'il n'achète pas toujours en son nom.
Donc tous les documents que nous avons pu voir et obtenir montrent qu'Anzari est le propriétaire des propriétés, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de sociétés offshore. Mais selon Bloomberg, Anzari et Khamenei seraient très proches et Anzari a agi comme prête-nom, achetant des propriétés pour Mojtaba Khamenei. Et ce n'est pas fini. En Europe, selon le Financial Times, d'autres investissements ont été effectués à Francfort. 2 hôtels de luxe Hilton évalués 80 millions d'euros chacun. Ou encore des parts dans ce complexe au sein d'une station UP d'Autriche. Ou cet hôtel avec piscine et golf à Majorque. Contactés, les hôtels n'ont pas répondu. Et à chaque fois, le montage financier est complexe. Plusieurs sociétés écrans des Pays-Bas au Luxembourg, jusqu'à des paradis fiscaux comme Saint-Kitts et Nives. Contacté, Ali Ansari nous a répondu via l'intermédiaire de son avocat. Il dément toute relation financière avec le nouveau guide suprême d'Iran et prévoit de contester les sanctions britanniques. À ce jour, il n'est visé par aucune sanction européenne. Alors voilà, j'ai 2 questions. Déjà, comment on a pu laisser faire, notamment les Européens, puisqu'on voit que ça se passe à Londres, voire Paris, alors Dubaï aussi. Est-ce qu'on a manqué de vigilance? Est-ce qu'on est trop naïf? Et est-ce que tout cet argent-là, dont on vient de parler, il est bloqué ou pas? Est-ce qu'on le sait? Alors merci de poser cette question parce qu'elle est vraiment centrale. On sait comment cet argent est amassé en Iran. On sait le système corrompu. En revanche, ce qui est vraiment étonnant et ce qu'il faut vraiment regarder de près, c'est au niveau européen. Vous savez, en Europe, on est très très bon pour faire des listes de sanctions et à chaque épisode en Iran, que ce soit lié aux droits de l'homme ou au programme nucléaire et balistique, on a été vraiment au devant de la scène pour faire des listes de sanctions. En revanche, l'application des sanctions, c'est quelque chose qui est très très compliqué en Europe. De par la complexité européenne de ces 27 pays, de par le fait qu'il n'y a pas d'organisme centralisé comme Tracfin qui le fait par exemple en France, dans d'autres pays qui vont chercher l'information et qui remontent un peu la chaîne, qui essayent de trouver les failles de ces sociétés écrans, de ces hommes de paille qui sont utilisés. Et donc il n'y a pas ce chasse à l'homme quelque part ou chasse à l'argent que les Américains font par rapport aux sanctions secondaires qu'ils ont. Ils viennent même chercher dans les banques européennes l'argent des gardiens de la Révolution. Ce système-là est vraiment quelque chose qui a été défaillant ces dernières années et pour lequel on a vraiment milité sur ces dernières années. Juste, Jonathan Piron, je voulais juste vous poser cette question. Alors effectivement, est-ce que les Européens ont été naïfs ou laissent faire? Et puis les pays du Golfe aussi, eux, ils ont aussi beaucoup d'argent des Iraniens. Vu ce qui se passe, est-ce qu'ils seraient prêts à en débloquer ou pas du tout? On sait aussi que les Iraniens profitent en effet, en tout cas le régime iranien profite de toute série de pays du Golfe pour faire de l'évasion fiscale, pour avoir aussi des moyens alors qu'ils se retrouvent notamment à Dubaï. Il faut retenir aussi que le régime iranien refuse de jouer les règles internationales, notamment auprès du GAFI, qui est le groupe d'action financière, qui est une institution en fait internationale qui est en charge de la lutte contre le blanchiment d'argent et aussi contre l'utilisation des moyens financiers pour soutenir le terrorisme. Et en fait, le régime iranien refuse d'appliquer notamment toute série de recommandations et de prescriptions du GAFI. Ça a fait l'objet d'ailleurs de grands débats au Majlis, au Parlement iranien, et à chaque fois toujours avec cette volonté de ne pas aller trop loin. Alors peut-être aussi qu'il y a des pressions qui viennent de l'intérieur du régime pour ne pas justement s'exposer à ce genre de suivi de la part du GAFI. Maintenant, il n'y a pas que le guide suprême, on sait aussi que toute série d'autres personnages importants ont des moyens financiers à l'extérieur, ceux notamment qu'on appelle les Ahrazadeh, ce sont les fils des seigneurs, en fait ce sont les fils des hauts dignitaires du régime qui font souvent des études à l'étranger et qui ont peut-être aussi des moyens immobiliers qui se retrouvent notamment en Europe mais aussi aux États-Unis. Oui, on avait beaucoup parlé de la nièce et de la petite-nièce du général iranien Soleimani qui a été expulsé finalement. C'est vrai qu'ils sont assez discrets ces oligarches, si on peut employer le terme iranien, Bernard Orcade. Oui, les oligarques, c'est le même problème qu'il y avait en Russie après la chute de l'Union soviétique. Il est évident en Iran, les religieux qui avaient l'argent
la charité publique. Ils ont eu accès au pétrole. C'est donc des milliards, c'est pas des milliers d'euros, ce sont des milliards d'euros qui sont passés entre les mains. Dans tous les fils à papa, les Arazadeh dont parlait M. Piron à l'instant, qu'ils soient des fils de religieux, des fils de militaires, gardiens de la Révolution, etc., ou des fils des hauts fonctionnaires, bref, il y a toute une démocratisation, entre guillemets, de la corruption en Iran qui fait qu'elle est assez colossale. Mais il ne faudrait pas, je crois, trop exagérer là-dessus, en ce sens que les milliards volés c'est une réalité qui va être le problème intérieur de l'Iran. Pour l'instant, aujourd'hui, les discussions qui ont lieu sont au niveau de l'État. C'est-à-dire l'État iranien en tant qu'État est directement concerné par tout ce qui s'est passé et l'État iranien a de l'argent qui est bloqué. Et donc le débat doit avoir lieu pour l'instant là-dessus. Alors il faut leur rendre cet argent ou pas, selon vous? L'argent, il appartient à l'État. Donc maintenant, négociation, l'État iranien a, par exemple, en Corée du Sud, 6 milliards de dollars qui appartiennent au gouvernement iranien. Ils sont sur le compte en banque de la banque iranienne. Mais c'est la même chose pour la Russie, par exemple. Oui. Il y a des sommes mais très cet argent-là, importantes en Belgique. les Américains ont dit, vous n'avez pas le droit d'y toucher, vous ne pouvez pas le faire. L'Iran dit, ces 6 milliards que j'ai en Corée, je veux les récupérer pour le bien public. Et ça peut être vrai. La question est essentielle parce qu'elle est politique. Et ces milliards-là, ils sont en Corée, on l'avait dit tout à l'heure, ils sont à Qatar, ils sont en Irak, ils sont dans beaucoup de pays du monde. Donc c'est une question de politique qui est primordiale pour trouver un accord politique entre États-Unis et Iran. À ce moment-là, il y aura une deuxième étape qui va se mettre en place, qui est celui de changer le système iranien, qui pour l'instant est corrompu, on le sait très bien. Et donc, une fois que la paix sera trouvée, qu'il y aura un minimum de respect des règles internationales, notamment le GAFI dont on parlait, c'est-à-dire que le gouvernement iranien respecte des normes, on pourra passer au deuxième stade qui est de récupérer l'argent volé par les fils à papa. Alors, pour vous, quelle est l'urgence ? Alors, moi, je ne vois pas le même séquençage. Pourquoi? Parce que je pense que une fois qu'on a passé l'étape de donner cet argent bloqué au gouvernement iranien, sachant que le régime est toujours là, on donne légitimité en fait à ce régime comme contrepartie. Le régime n'est plus là. Alors, le régime n'est plus là le jour où la Constitution changera. Alors, de fait, je suis d'accord qu'il y a des pourparlers qui sont au niveau de l'État iranien et que l'exécutif en Iran a urgence à gérer aussi les problèmes économiques du pays. Je suis d'accord avec vous pour essayer de calmer la société. Mais le problème, c'est comment contrôler cet argent qui arrive et ces pasdaran qui, aujourd'hui, sont quand même au pouvoir. Et là, la question reste malheureusement ouverte. Merci infiniment à vous trois pour le débat.